Niveau 1, la pauvreté extrême. Imaginez un jeu vidéo en mode hardcore où la barre de vie n'est pas rouge, mais vide, et où son nom est simplement faim. Chaque matin, vous apparaissez dans la partie avec un seul objectif, tenir jusqu'au soir. Pas de sauvegarde, pas de bonus, et surtout aucune deuxième chance. Voilà ce que représente l'extrême pauvreté. Vivre avec moins de 3 $ par jour, c'est le niveau 0 de l'économie mondiale. Pour nous, 3 $, c'est une baguette, un paquet de chips et un ticket de métro. Pour presque 800 millions de personnes dans le monde, ce même montant, c'est un budget quotidien pour tout. Manger, se loger, s'habiller, parfois même se soigner. Si tu tombes malade, il n'y a pas de mutuelle. Si ton toit fuit, pas de plombier. C'est le mode instinct de survie activé en continu. Imagine devoir passer des heures à marcher pour atteindre un puits ou une pompe d'eau potable, pendant que d'autres se plaignent que leur livraison Uber Eats arrive avec 10 minutes de retard. C'est la réalité quotidienne dans des régions entières d'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud, où infrastructures, emploi et sécurité sociale manquent cruellement. Et d'autres distractions n'existent pour oublier ce stress permanent. Pas d'abonnement Netflix, pas de TikTok, pas de galère avec un smartphone fissuré. À ce niveau-là, la technologie n'existe pas. L'accès à Internet est inexistant et le temps est littéralement dépensé à chercher quoi manger avant la nuit. La modernité qu'on considère normale est un luxe total. Et la vraie question, c'est que se passe-t-il quand on gagne juste un peu plus ? Niveau 2, la pauvreté juste au-dessus du gouffre. Oui, techniquement tu es monté en gamme, mais dans la pratique, c'est toujours chaotique. Ici, on vit avec entre 3 et environ 6,85 $ par jour selon le pays. Dit comme ça sonne comme un petit pas en avant. Concrètement, ce palier, c'est celui de millions de familles en Asie du Sud, dans les campagnes de l'Inde ou du Bangladesh, mais aussi dans certains coins d'Europe rurale de l'Est. Tu vis avec presque rien, mais quand même assez pour ne pas mourir de faim demain. Avec ce budget, on peut manger plus régulièrement qu'au niveau précédent. Le repas du soir n'est plus systématiquement un point d'interrogation, même si ça reste basique. Beaucoup de riz, quelques légumes et rarement de la viande. Mais l'illusion de stabilité s'effondre dès qu'un obstacle surgit. Une grippe qui t'empêche de travailler 3 jours, retour immédiat en chute libre. Un emploi saisonnier qui s'arrête trop vite, même combat. Socialement, être ici, c'est un peu comme utiliser un Nokia 3310 en 2025. Techniquement, ton téléphone marche et il ne lâchera jamais. Tu peux appeler, tu peux envoyer des SMS, mais autour de toi, tout le monde vit avec des applis, des vidéos, des stories. Toi, tu restes coincé à Snake en noir et blanc. Pareil pour le portefeuille, suffisant pour survivre, insuffisant pour appartenir au rythme collectif. Tu fais partie de la société, mais comme une version bridée, presque hors jeu. 1 milliard de personnes sur la planète vivent exactement dans ce couloir serré, vulnérables à la moindre crise sanitaire ou flambée de prix. Mais que se passe-t-il quand on atteint la vie modeste des travailleurs pauvres ? Niveau 3, la classe moyenne inférieure. Pensez à cet abonnement Netflix que vous partagez à 4, avec peut-être un cousin qui squatte aussi le compte sans jamais payer. Techniquement, vous y avez accès, mais ce n'est pas vraiment la liberté. Voilà un peu la vie des travailleurs pauvres et de ceux qu'on appelle la classe populaire inférieure. Rien n'est totalement inaccessible, mais presque tout demande des calculs, des coups de chance ou un sacrifice ailleurs. Ces personnes travaillent, et souvent beaucoup, mais leurs revenus restent bas, leur contrat précaire et la stabilité tient sur un fil. Beaucoup occupent des postes dans la restauration, la logistique, l'entretien, ou des boulots à temps partiel qui changent au gré des saisons. Le problème, c'est que malgré leur effort, ils vivent toujours avec la peur du chômage, d'une facture énergétique qui grimpe brutalement ou de l'inflation qui avale leur budget. La sécurité de l'emploi n'est pas une réalité, c'est un vœu pieux. Prenons un exemple très concret. Il faut choisir entre payer la facture d'électricité ou remplir correctement le caddie au supermarché. Les deux options sont nécessaires, mais la trésorerie ne permet pas toujours de tout couvrir. Ajoutez à cela une hausse soudaine du prix du gaz ou un loyer qui augmente légèrement, et le quotidien devient une suite de calculs pour survivre dignement. Ce paradoxe touche énormément de monde. En 2023, plus de 21% des Européens étaient exposés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Et psychologiquement, c'est lourd. Tu n'es pas affamé, mais tu regardes toujours au-dessus. Tu compares ta vie avec celles qui paraissent plus confortables, et tu ressens une honte sociale presque permanente. Oui, tu t'en sors, mais pas assez bien. À ce niveau, il y a tout de même une petite respiration, on peut s'accorder une bière au bar avec des amis, un repas de fast-food ou une paire de baskets neuves, mais rarement plus. Oubliez le week-end à Barcelone ou le city trip à Londres. Ce genre de projet reste hors budget. Il existe quelques distractions, mais aucun vrai luxe durable. C'est une existence où le calcul mental des dépenses devient un sport quotidien. Et juste au-dessus, s'installe le grand bloc de stabilité, la véritable classe moyenne, pilier des sociétés modernes. Niveau 4, la classe moyenne. Bienvenue dans la zone Wi-Fi stable. Ici, tu n'as plus besoin de voler les données du réseau du voisin, tu as enfin ton propre accès. C'est la classe moyenne, tu peux respirer, tu peux planifier ta semaine sans avoir l'impression qu'un imprévu te détruit immédiatement. En Europe, c'est même le cœur du système, puisqu'environ 2 tiers de la population vit dans cette catégorie.
C'est la colonne vertébrale qui porte les impôts, finance les écoles et garde la machine sociale en mouvement. Mais attention, être au milieu c'est cool, jusqu'au moment où l'inflation frappe comme un boss imprévu ou que ton job disparaît du jour au lendemain. Une seule crise économique et la pente devient glissante. Dans cette classe, on trouve généralement un logement correct, mais pas extravagant, équipé comme il faut, chauffé en hiver et avec une cuisine où on peut nourrir la famille, sans compter chagrinerie. Ce mode de vie permet de faire des choix, changer une voiture d'occasion tous les 10 ans, partir une semaine par an dans un endroit simple, souvent en avion low cost. Bref, ce n'est pas la galère permanente, mais ce n'est pas non plus la Dolce Vita. Le budget reste encadré et chaque dépense un peu folle se discute en famille, comme si c'était une décision politique. En termes de liberté, cette zone offre plus qu'un filet de sécurité. On peut mettre ses enfants dans une école correcte, rembourser un crédit immobilier raisonnable, s'offrir des loisirs réguliers comme le cinéma ou des sorties entre amis. Mais derrière cette liberté se cache une surveillance constante, la menace de perdre tout ce confort et de glisser d'un cran. Ce qui rend ce groupe si particulier, c'est la protection offerte par le système de redistribution. En Europe, les transferts sociaux réduisent les écarts de richesse de près de moitié. Sans aide sociale, sans assurance collective, une grande partie de la classe moyenne plongerait plus bas. C'est ce filet de sécurité qui garde cette zone relativement dense et qui lui permet de jouer son rôle central. Mais pour ce plus haut, l'angoisse se transforme en confort assuré. Niveau 5, la classe moyenne supérieure. Imagine avoir un iPhone dernier cri posé sur la table, la fibre qui tourne à plein régime et un frigo toujours rempli. Tu pourrais croire que ça y est, tu as touché au luxe. Pas vraiment. Bienvenue dans la classe moyenne supérieure, un niveau où tu respires mieux, mais où ton confort reste accroché à ton job comme un casque VR branché sur un câble trop court. À ce stade, les revenus sont nettement plus élevés que la moyenne. On parle de postes qualifiés, ingénieur, médecin, directeur de service, profession libérale avec des revenus relativement stables. Ce n'est plus la sueur pour payer chaque facture, et ton salaire couvre largement tes besoins de base. Tu peux louer ou acheter un bel appartement, avoir une voiture récente qui ne te lâche pas à chaque démarrage, et même épargner un peu. L'autonomie au travail compte aussi. Ton patron ne surveille pas chaque geste, tu décides de ton emploi du temps, mais ce statut reste largement lié au salaire, et non à la détention d'actifs ou de capital. Leur confort repose donc sur la régularité du revenu. C'est une vie où les avantages sont concrets. Tu as Netflix Premium, tu voyages 1 ou 2 fois par an, tu changes ton iPhone sans te ruiner, tu invites des amis au restaurant et tu ne passes pas 3 jours à calculer le prix de l'addition. Mais attention, pas de jet privé, pas de villa perchée avec vue sur la Méditerranée. Ton confort reste premium grand public, pas élite mondiale. Les chercheurs montrent que ce groupe est essentiel en Europe. C'est une catégorie qui fait tourner l'économie, qui paie beaucoup d'impôts et qui soutient massivement le système social. Pourtant, elle reste fragile. La faille, c'est qu'une crise financière, un licenciement ou une longue maladie, et ce château de confort peut s'effondrer bien plus vite qu'on ne le croit. Et mentalement, c'est là que ça devient intéressant. Tu gagnes bien ta vie, tu en profites, mais tu commences à regarder vers le haut. Ton voisin qui gagne 2 fois plus que toi devient ton nouveau point de comparaison. Mélange bizarre, fierté d'y être arrivé et petit doute permanent. Suis-je riche ou juste confortable ? Prenons l'exemple des cadres supérieurs en France, capables de mettre leurs enfants dans de bonnes écoles privées, mais toujours coincés dans un crédit immobilier qui avale la moitié de leur salaire. Bref, ce niveau te donne du confort réel, mais pas une autonomie totale. Et juste après, on entre enfin dans ce que beaucoup appellent la richesse classique. Niveau 6, les aisés. Ici c'est un peu comme scroller sur Pinterest. Les cuisines immaculées, les jardins parfaitement agencés, la maison spacieuse avec grande baie vitrée. Rien d'extravagant au point d'avoir un héliport dans le jardin, mais assez pour que tout ait l'air bien rangé et confortable. Bienvenue dans le monde des affluents, ceux qui vivent avec un niveau de confort considéré comme haut de gamme standard. Ici, les dépenses essentielles ne sont plus un stress permanent. Les factures d'électricité, de gaz, d'internet, tout cela est déjà inclus dans la routine budgétaire. Partir en vacances n'est plus un événement rare qu'il faut préparer comme un mariage. C'est tout simplement prévu chaque année. Un séjour d'1 semaine en Asie ou en Amérique du Nord fait partie du programme, pas du rêve. La résidence principale, souvent spacieuse et bien située, donne cette impression d'avoir enfin réussi. Ce groupe est souvent composé de professions libérales, de cadres supérieurs ou d'indépendants qui ont réussi à bâtir une clientèle stable. Et là, la différence est énorme. Ce n'est plus seulement consommer, c'est investir. On immobilise un capital dans l'immobilier locatif, on place dans des fonds, on prépare déjà les études privées des enfants comme on réserve un billet de concert. Une flambée de prix ou une crise ponctuelle n'ébranle pas complètement ce groupe. Un licenciement reste pénible, mais il y a des économies pour tenir plusieurs mois, voire une année, sans sombrer dans la galère. Mais juste au-dessus, on entre dans le monde de ceux qui pèsent lourd. Niveau 7, les très aisés. Là, posséder un loft avec grande baie vitrée à Berlin, Paris ou Madrid n'est pas une fantaisie Pinterest que l'on épingle sur un tableau, rêve futur. C'est tout simplement la norme. Les très aisés ou ultra influents évoluent dans une réalité où revenus élevés et patrimoine conséquent se combinent pour offrir plusieurs résidences, un portefeuille d'investissement solide
et un quotidien détaché des préoccupations, même des classes supérieures classiques. Ici, la richesse n'est pas seulement une question de salaire mensuel, elle repose avant tout sur les actifs, immobiliers dans plusieurs villes, actions, entreprises familiales ou start-up dans lesquelles ils injectent leur argent. Ce n'est plus l'argent qu'ils gagnent chaque mois qui compte, mais celui qu'ils font travailler. La différence avec le reste du classement devient flagrante. À ce stade, ce n'est plus combien je gagne, mais qu'est-ce que je possède. Concrètement, cela donne une vie où des vacances plusieurs fois par an, en dehors d'Europe, sont parfaitement normales. On parle de séjours aux Caraïbes, de circuits en Asie, de safaris organisés en Afrique. Le tout accompagné d'une voiture premium, flambant neuve, garée devant chez soi. Le choix devient total. École privée de haut niveau, soins de santé sans file d'attente, logements multiples, facilités bancaires. Voilà l'ironie. Plus tu montes, plus tu crois manquer. Le haut de la pyramide commence à créer l'illusion du vide juste avant le franchissement symbolique vers le statut de millionnaire. Niveau 8, les millionnaires. C'est le moment où vous entrez dans votre agence bancaire et soudain le conseiller n'a plus l'air blasé. Il se lève, vous serre la main, propose un café Nespresso bien mousseux et détail croustillant. Il enchaîne directement en anglais. Pas parce qu'il n'a pas confiance en son français, mais parce qu'à partir d'un million d'actifs financiers, l'étiquette change. On parle de HNWI, Height Net Worth Individual. Un joli sigle qui signifie surtout que votre argent a officiellement atteint le quota pour se gérer tout seul. 1 million en actifs n'est pas simplement 1 million sur un compte courant. C'est surtout un mélange d'immobilier bien placé, de portefeuilles boursiers et parfois de parts dans des entreprises. Ce n'est pas un pack mystère, c'est une organisation méthodique qui fait tourner la machine à richesse comme une horloge suisse. L'argent n'est plus seulement gagné au travail, il est produit par le patrimoine. Concrètement, on parle de gens qui possèdent souvent une résidence principale confortable, mais aussi une maison secondaire, parfois au bord de la mer. Leur carnet de contact gonfle au passage. Dîner, club privé, réseau professionnel, où l'invitation n'arrive pas par hasard. Ici, la dette n'est plus comme une charge écrasante. Elle est utilisée comme un levier, un outil stratégique et non une épée suspendue au-dessus de la tête. Le quotidien diffère radicalement. Les choix de scolarité des enfants ne sont pas limités par le budget. Les investissements sont diversifiés et même s'ils décidaient d'arrêter de travailler demain, leur capital continuerait à générer des revenus réguliers. Leur liberté vient précisément de là. Ils ne dépendent plus d'un emploi, ils peuvent littéralement l'acheter si nécessaire. Mais quand on multiplie ce patrimoine par 5 ou 10, on quitte encore une fois cette zone et on atteint un autre monde. Niveau 9, les multimillionnaires. Quand votre plus grosse question du mois n'est plus comment payer le loyer, mais dans quelle villa engager du personnel supplémentaire, vous êtes officiellement multimillionnaire. On appelle ça VHNWI, des petits sigles pour Very High Net Worth. En clair, on parle de plusieurs millions de patrimoine. Parfois 10, 20, 30 qui tournent. Ce n'est plus un simple chiffre sur un compte, c'est un écosystème complet de maisons, d'actions, de terrains, d'entreprises familiales. À ce niveau, l'argent cesse d'être une limite et devient une contrainte d'organisation. Un multimillionnaire ne pense pas en termes de « dois-je acheter ça ?», mais plutôt « où vais-je mettre ce nouvel actif ?» Résultat, ces fortunes façonnent même les économies locales. Dans certaines grandes villes européennes, ce sont ceux qui font exploser la valeur des quartiers, transforment d'anciennes rues calmes en zones ultra exclusives où vivre devient inaccessible pour le reste des habitants. En investissant massivement, ils déplacent littéralement les lignes du marché. Leur quotidien a peu à voir avec le simple confort. Prenons un exemple concret, le jet privé. Contrairement au cliché du multimilliardaire propriétaire d'un avion entier, les multimillionnaires utilisent souvent un système de jet fractionné, un peu comme un abonnement premium où on partage une flotte ultra luxueuse. Quand ils ne volent pas, ils créent des fondations familiales. Ce n'est pas seulement de la charité, mais un outil pour transmettre financièrement des projets, afficher une influence culturelle et même orienter certains débats publics. Et côté consommation, tout est immédiat. Une villa de vacances, une voiture de luxe sortie hier, une expérience hors norme. Chaque envie peut être exaucée presque aussitôt. Le porte-monnaie ne dit plus non. Les seuls freins sont le calendrier ou la simple lassitude. C'est ici que le paradoxe prend forme. Ils ont atteint une liberté presque totale, mais restent face à une ressource qui échappe toujours à leur portefeuille, le temps. La rareté ne vient plus de l'argent mais des heures dans une journée. Et tout en haut, on atteint la poignée de milliardaires. Niveau 10, les milliardaires. Ici, on ne choisit pas seulement une nouvelle voiture ou la marque d'un costume. On décide aussi quelle loi influencer, quel projet industriel lancer et parfois quelles règles financières redessiner. Les milliardaires, c'est toute une petite poignée de personnes dans le monde, mais leur pouvoir s'étend bien au-delà de leur compte en banque. Leur fortune est tellement concentrée qu'elle dépasse le PIB de certains pays entiers. Ce qui frappe, c'est cette asymétrie historique. Depuis 1980, la croissance mondiale n'a pas profité à tout le monde de la même manière. La majorité des gains est allée dans les poches du fameux top 1%. Pendant que des millions de foyers comptent chaque euro à la fin du mois, cette élite voit son capital gonfler non pas grâce à un salaire, mais par des investissements qui produisent de l'argent à l'infini. À ce niveau, travailler devient une option, pas une nécessité.
Le symbole le plus visible de cette richesse, c'est bien sûr le yacht géant, assez grand pour embarquer un héliport et parfois un sous-marin. Mais ce n'est que la vitrine. Le vrai pouvoir se cache dans des investissements massifs dans les entreprises, les marchés financiers ou les nouvelles technologies. Cette décision dicte la direction de l'économie mondiale. Quand un milliardaire achète ou vend, c'est tout un marché qui tremble. Leur influence n'est donc pas seulement individuelle, elle devient structurelle. Cette richesse colossale leur donne un pouvoir mondial. Ils ne se contentent pas de jouer, ils redéfinissent les règles du jeu. La liberté ultime n'est donc pas d'acheter sans compter, mais d'avoir le pouvoir de façonner l'environnement dans lequel tout le monde vit. Du pain quotidien pour certains, au contrôle planétaire pour quelques-uns. L'écart est vertigineux.